On vous a prévu également un certain nombre de points intéressants d'informations et qui vont susciter probablement des échanges. Et donc je voudrais inviter à venir sur l'estrade Guillaume Petit, qui est le directeur de l'étude corporate et réputation de Ipsos France, voilà, et qui va nous présenter le baromètre Ipsos. Alors, je vous laisse la parole. Je reviendrai ensuite sur cette enquête qui s'inscrit dans une série de sondages et de baromètres que la conférence des grandes écoles porte avec des partenaires, et pour la resituer un petit peu par rapport aux études précédentes et aux études futures qu'on va faire. Mais je vous laisse la parole tout de suite. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vous présente les résultats effectivement du baromètre Talents, ce qu'ils attendent de l'emploi. C'est une enquête que nous réalisons pour la 3e année consécutive. Alors ce n'est pas un sondage, c'est une consultation, c'est-à-dire que nous sommes sur la base de répondants volontaires. Donc on ne force personne et chacun répond de manière volontaire. Ce qui a pour effet que la taille de l'échantillon interrogé varie selon les années. Alors l'échantillon interrogé, ce sont 2 types de populations, à la fois les étudiants actuels que vous avez dans vos écoles et également les anciens élèves. Et on peut s'enorgueillir d'un très bon taux de participation cette année, donc je vous remercie et je nous félicite. Nous avons plus de 6000 répondants, alors que les années précédentes, nous avions moins de la moitié de répondants, 3000 répondants. Donc il y a eu un taux de participation qui a été assez important. Et donc c'est un des premiers résultats de cette enquête. Peut-être que le thème d'actualité cette année, qui était notamment la RSE, l'engagement RSE des entreprises et des salariés et des étudiants, a pu jouer sur cet élément de motivation. Donc à chaque fois, nous étudierons les résultats sur chacune des 2 populations, mais vous allez voir, la majeure partie du temps, ils se rejoignent. Donc l'étude que je vais vous présenter va se développer en 3 temps. D'abord une première partie sur leurs attentes à l'égard de leur vie professionnelle. Ensuite un focus, comme tous les ans, sur l'image et l'attrait de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, dans un 3e temps, des questions sur un thème d'actualité qui varie chaque année. Et cette année, nous voulions faire un focus sur la responsabilité sociétale des entreprises telle qu'elle était perçue et telle qu'elle était souhaitée. Donc, premier temps de cette enquête sur le projet et les attentes en matière de vie professionnelle. Alors, ce que l'on peut voir déjà auprès des étudiants interrogés, c'est qu'ils ont une idée assez claire du projet professionnel qu'ils souhaitaient avoir, puisque plus des 3/4 nous disent qu'ils savent, qu'ils ont une idée du métier qu'ils veulent exercer. Également, en termes, pardon, je vais un petit peu vite, en termes de secteur d'intérêt, on leur pose à chaque fois la question de savoir s'ils ont un secteur d'activité qui les intéresse plus que les autres. On teste une quinzaine de secteurs d'activité, allant de la banque, la finance, l'agroalimentaire, le luxe, etc., et j'en passe. Et comme vous pouvez le voir, 2 secteurs prédominent en matière d'attrait. C'est pas nouveau cette année, c'était le cas déjà les années précédentes. C'est le secteur de l'environnement et le secteur des énergies qui arrive, vous voyez quand même, plus de 10 points devant le 3e secteur qui est le conseil cette année. La dernière fois c'était l'automobile. Voilà, c'est assez stable dans le temps. Ce sont des secteurs, on va voir, ça a peut-être un lien avec les préoccupations vis-à-vis de l'environnement qui sont assez prégnantes chez cette population comme dans les autres populations, mais en tout cas ce sont des marqueurs assez forts. Nous posons aussi traditionnellement une question sur les critères d'importance dans le choix de leur futur métier. Ça, ce sont des questions que vous avez aussi, je pense, l'habitude de voir et qui sont posées également, notamment dans le cadre d'enquêtes réalisées par les entreprises pour savoir quels sont les critères primordiaux. Rien que du très classique, c'est bien sûr en déclaratif l'intérêt du poste, également l'ambiance et le bien-être au travail, et en 3e position, le fait que leur travail soit en phase avec leurs valeurs personnelles. Vous le voyez là, c'est l'ensemble des résultats détaillés, l'ensemble des critères que nous avions listés, avec les 3 qui arrivent en tête, quelle que soit la cible, que l'on soit auprès des étudiants et des étudiants ou des alumni, ce sont toujours
ces 3 critères qui arrivent en tête. Juste avant, l'équilibre entre la vie privée et professionnelle, la fierté que le travail vous procure, les perspectives d'évolution. Ce qui peut varier, c'est la demande de responsabilité et d'autonomie qui effectivement est un peu plus forte, est un peu plus importante chez les personnes qui travaillent déjà. Voilà, on a ensuite des choses classiques qui font que, en déclaratif, certains critères comme la rémunération arrivent derrière. On est bien d'accord que là, on est sur des résultats déclaratifs, donc dans la réalité, tel que les gens aussi se perçoivent, veulent se percevoir, on sait très bien aussi que dans la réalité, l'aspect notamment rémunération a une importance tout de même un petit peu supérieure. On souhaite demander également à chaque fois quel est l'attrait de chacune des populations selon le type et la taille d'entreprise. Ce que vous voyez, c'est que chez les étudiants, ils préfèrent largement travailler pour un grand groupe, exactement la moitié, 50% des étudiants nous disent « je préférerais travailler dans un grand groupe ». Un tiers dans une petite entreprise, 20% sont attirés par l'entrepreneuriat et seuls 17% sont attirés par une start-up ou une association, une ONG. Donc la hiérarchie elle est quand même assez claire, les grands groupes continuent à attirer les populations les plus jeunes. C'est un peu moins vrai auprès des alumni qui, vous le voyez, sont un peu moins nombreux à être attirés par les grands groupes et davantage à l'être par une petite entreprise ou même par le fait de créer leur propre entreprise. Voilà, une certaine lassitude, ou en tout cas défiance, ou en tout cas mise à distance du travail dans les grands groupes. Plus on gagne en âge et plus on gagne en expérience. Au final, quand on leur demande ce qui les rendrait les plus fiers au cours de leur vie professionnelle d'avoir réalisé, ce qui arrive largement en tête, c'est le fait d'avoir pu être utile, d'avoir pu apporter des changements à la société, loin devant le fait d'avoir pu diriger un poste à responsabilité ou d'avoir fait une carrière notamment à l'étranger. En ce qui concerne maintenant l'attrait, la perception de l'économie sociale et solidaire, 84% et 95% en ont déjà entendu parler. Néanmoins, l'entrepreneuriat social, la notion d'entrepreneuriat social, elle est quand même moins connue. Les 2 tiers seulement des étudiants, à peu près 80% des alumni. Et là encore, on est sur une base déclarative. On voit vraiment que c'est des notions dont ils ont entendu parler. Ça ne veut pas dire qu'ils savent vraiment ce que renferment ces notions. Il y a quand même encore un certain flou qui règne derrière ces notions, ce qu'elles revêtent, quel métier il y a derrière, quelles activités. Voilà, même s'il y a une notion globale de connaissance, on sait à peu près ce que ça renferme. Dans le détail, la notion est quand même beaucoup plus floue. Néanmoins, un certain nombre sont prêts à y travailler, 69% des alumni, un petit peu moins, quand même, un peu moins d'attrait auprès des étudiants. Juste un peu plus de la moitié sont attirés par ce secteur, ils sont davantage prêts à y faire un stage, mais moins à y travailler. Alors, en termes de causes, s'ils souhaitaient s'engager pour ce type d'activité, à chaque fois on leur demande en fait pour quelle cause ils préféreraient s'engager, en mettant en concurrence à la fois la cause de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des luttes contre l'exclusion, le fonctionnement de l'entrepreneuriat social. Ce qu'on voit ici clairement, c'est que la cause environnementale arrive loin devant, qu'on soit alumni ou étudiant, et est en nette progression par rapport à la dernière enquête qui avait eu lieu il y a 2 ans, où on gagne plus de 10 points en intérêt. On le note dans l'ensemble de la société française, la préoccupation environnementale est devenue une des premières préoccupations de la société française. Il n'y a plus, comme il y a un peu plus d'1 an, pendant la crise des Gilets jaunes, une confrontation entre la fin du monde et la fin du mois, où s'opposaient les préoccupations environnementales et économiques. Elles se juxtaposent, j'ai envie de dire, elles sont toutes aussi importantes. C'est ce qui caractérise notre société française, c'est cette multiplicité des préoccupations, à la fois les inégalités territoriales, sociales, les problèmes économiques,
mais également cette préoccupation environnementale qui touche désormais l'ensemble des territoires sociaux, que ce soit les populations urbaines, rurales, aisées, diplômées. On a vraiment une juxtaposition des préoccupations. Ça caractérise notre société française, et ça caractérise notre société française en cette fin des années 2010 et en ce début des années 2020. On avait historiquement une photographie de la société, une préoccupation de la société qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible. Souvenez-vous, dans les années 90 ou au début des années 2000, il y avait la préoccupation soit du chômage, soit du pouvoir d'achat, ce qui faisait dire à notre président qui voulait aller chercher la croissance avec les dents, qui voulait être le président du pouvoir d'achat. Il y avait vraiment une cause vraiment unique, bien définie. Maintenant, la lecture et notre monde est devenu beaucoup plus complexe. Je ne parle même pas des inquiétudes liées au terrorisme qui se sont également ajoutées. Voilà pour faire un petit récapitulatif sur les préoccupations de notre société. Mais dans tous les cas, en termes de cause, celle pour l'environnement a énormément augmenté depuis un peu plus d'un an, depuis plusieurs années, mais de manière assez prégnante depuis la fin du mouvement des Gilets jaunes, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a eu la fin du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Et pour terminer sur cet attrait pour l'économie sociale et solidaire, le point qui est le plus freinant à cet engagement dans l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale et solidaire, c'est la perception du salaire inférieur, c'est le fait de pressentir qu'on touchera un salaire inférieur à celui qu'on pourrait toucher dans un autre secteur, même si un certain nombre, un quart des alignés interrogés sont prêts, bien sûr, pour travailler dans le secteur, à baisser leur salaire, à baisser leur niveau de prétention d'à peu près 10%, nous disent-ils. Venons-en maintenant à la troisième thématique de notre enquête. Donc je vous disais, elle a été posée spécifiquement pour celle-là, qui est celui de la perception de l'engagement RSE des entreprises. Alors ce qu'on va voir déjà en termes de perception, c'est que les entreprises sont perçues comme... il y a une certaine déception en matière de perception, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas perçues comme assez engagées en matière de RSE, notamment au regard des autres acteurs. On avait posé une première question sur un ensemble d'acteurs, sur leur niveau d'engagement en matière de responsabilité sociale, de responsabilité environnementale. Vous le voyez en vert, c'est quand on estime qu'elles sont engagées. Alors c'est vrai pour les associations, les ONG, à chaque fois 9 répondants sur 10 estiment qu'elles sont engagées. Les startups, 60%. Les citoyens, c'est déjà beaucoup plus clivé. 51% des étudiants estiment que les citoyens sont engagés, 44% peu engagés. J'en viens directement aux deux lignes du bas, que sont les PME et les grandes entreprises. Les PME sont perçues comme étant engagées par un tiers des étudiants et les grandes entreprises par un cinquième des étudiants. Alors ce type de chiffre, on a l'habitude de le voir en ce qui concerne la population générale, quand on parle des actifs, des inactifs, des retraités, et on sait qu'ils sont déjà assez critiques, mais là le point cela pose quand même assez question, puisqu'on a affaire à la fois à des gens qui sont prêts, s'engagent à travailler dans la sphère économique et notamment dans des entreprises, ou pour ce qui concerne les alumni qui travaillent déjà, et de voir des niveaux critiques aussi élevés pose vraiment question. Auprès des alumni, c'est 29%, près d'un tiers seulement qui estiment que les entreprises sont engagées, les 2 tiers estiment qu'elles ne sont pas assez engagées. Il y a une défiance et une perception plus critique qu'on retrouve généralement au fil des enquêtes, qui est plus forte vis-à-vis des grandes entreprises que des PME. Il y a un lien de proximité à la fois territorial, le fait qu'on soit avec une taille plus humaine, qui fait qu'on a un a priori toujours beaucoup plus positif sur les petites entreprises que les grandes entreprises, qui sont perçues comme étant mondiales, étant davantage à la recherche de profit, de rentabilité que les petites entreprises. Mais voilà, là ce qu'on peut voir, c'est que la perception est quand même négative sur l'ensemble des acteurs économiques. Pourtant, ce sont des acteurs que l'on estime importants et
et pour lesquelles on estime que le rôle peut jouer, peut être impactant en matière d'engagement sociétal et environnemental, qu'elles peuvent faire des choses et que leur rôle ont un impact fort. Plus de 8 sur 10 nous disent que l'engagement, que les grandes entreprises ont la capacité de changer les choses en la matière. C'est pareil, 8 sur 10 nous disent que les citoyens ont la capacité de changer les choses. Donc voilà, des attentes qui sont pour l'instant déçues, déceptives, puisqu'elles ne sont pas perçues comme à la hauteur des enjeux. Alors pour nuancer ces perceptions négatives, les alumni comme les étudiants reconnaissent qu'il y a eu des efforts de fait, vous le voyez, 84%, 77% nous disent qu'elles sont quand même plus engagées qu'il y a 10 ans. Donc elles reconnaissent à la fois en termes de posture et d'action que des choses ont été réalisées. Je vais néanmoins tout de suite renuancer cette perception positive par le fait que quand on leur demande et vous estimez qu'elles se sont engagées, qu'elles ont mis des choses en place, est-ce qu'elles l'ont fait par conviction, par opportunisme pour améliorer leur image ou par obligation pour obéir à la loi? Malheureusement, il n'y en a que 8 ou 6% selon la cible qui nous disent qu'elles le font par conviction parce qu'elles ont réellement envie de changer les choses et elles reconnaissent réellement qu'il faut changer les choses. 62%, donc près de 2 tiers, nous disent qu'elles le font par opportunisme, c'est l'effet greenwashing. Voilà, on en entend beaucoup parler, mais dans les faits, c'est plus pour redorer leur blason ou leur image que vraiment pour changer les choses. Et un tiers, un quart nous disent que c'est par obligation pour obéir à la loi. Donc on voit là encore une fois en termes de posture que le chemin est long pour convaincre non seulement l'ensemble de la population, des acteurs, des consommateurs, mais encore plus les acteurs du quotidien qui œuvrent au sein même de ces entreprises. Alors que ces entreprises, ces acteurs économiques sont jugés comme légitimes sur l'ensemble des causes liées à la RSE. On les estime légitimes pour agir dans la protection de l'environnement, dans l'insertion des personnes handicapées, dans la parité homme-femme, dans l'égalité des chances, dans la sécurité des données personnelles, et j'en passe. Donc sur l'ensemble des domaines testés, elles sont jugées légitimes. Néanmoins, pour chacun de ces thèmes, quand on leur demande, voilà, est-ce que vous estimez que les entreprises font des efforts à la mesure des enjeux, c'est en bleu foncé, font des efforts, mais pas assez au regard des enjeux, en bleu clair, ne font clairement pas assez d'efforts. Vous le voyez, il y en a 70% pour la parité homme-femme, 70% des étudiants qui estiment que des efforts sont réalisés, seulement 15% qui sont vraiment réalisés à la hauteur des enjeux. Ça, c'est le meilleur résultat. Si on se penche sur la protection de l'environnement, qui est, je vous le disais, une des causes aussi importantes, là, il y en a plus que la moitié qui estiment que les entreprises font des efforts, et seuls 4% qui estiment que ces efforts sont à même de répondre aux enjeux d'urgence climatique. Les résultats sont quasiment identiques chez les alumni, donc qui travaillent déjà et qui œuvrent au sein même de ces entreprises. Ils ne sont guère plus positifs. Et cette perception, donc ce contexte un peu perception négative des acteurs et des entreprises a lieu alors même que les salariés et les étudiants sont prêts à agir pour l'ensemble de ces causes, à la fois dans la sphère individuelle, vous allez voir, mais également dans la sphère de l'entreprise, et d'où un regret de ne pas être assez engagé par leurs propres entreprises sur ces thématiques fondamentales. Quand on leur demande est-ce que vous seriez prêts à vous impliquer dans un plan d'action sociale ou environnementale mis en place par votre entreprise, quasiment la totalité des étudiants se disent prêts et la totalité aussi des alumni se disent prêts, 93%, 91%. Le boycott en tant que consommateur d'un produit ou d'une marque est également très fort, 8 sur 10. Et on le voit également qui est plébiscité, qui est souligné par 6 répondants sur 10, c'est la possibilité de refuser un poste dans une entreprise si elle manque, selon eux, d'engagement au niveau social ou environnemental. Donc on voit que ça peut... Donc encore une fois, on est sur du déclaratif, c'est pas forcément des choses qui ont été faites ou qui seront faites, mais on voit que c'est un critère qui devient tout de même de plus en plus important. On parlait de l'adhésion
et d'être en phase avec ses valeurs, ça peut amener un nombre grandissant d'étudiants ou de salariés à refuser de travailler dans une entreprise si elle estime que son engagement n'est pas assez poussé en matière d'action sociale ou environnementale. Presque la moitié, 46% et 41%, disent même qu'ils seraient prêts à démissionner si leur entreprise manquait d'engagement au niveau social ou environnemental. Donc on est loin des 100%, mais vu l'intensité de la question, qui est quand même une question dure et très engageante, d'avoir un tel taux de réponse pose question et interroge sur la prégnance de ces thématiques. On voulait leur poser aussi une question sur le fait d'où était le meilleur endroit pour changer les choses. Est-ce que pour eux c'était intégrer des entreprises qui agissent mal pour les changer de l'intérieur, ou est-ce que c'était boycotter, refuser de travailler dans ces entreprises qui agissent mal pour justement leur faire changer d'attitude? On le voit, les résultats sont assez mitigés. À gauche, chez les étudiants, la réponse qui prédomine, c'est le fait de vouloir quand même changer les choses de l'intérieur. 58% contre 42, 58% disent qu'ils préfèrent agir de l'intérieur pour changer l'entreprise. On le voit, ce résultat est quand même moins fort et plus partagé chez ceux qui travaillent déjà dans ces entreprises, donc qui sont peut-être un petit peu plus déçus, un sentiment un peu peut-être de lassitude, de scepticisme quant à la possibilité de changer les choses. Là aussi, cet écart entre les deux interroge et pose question et doit questionner les entreprises. Ça rejoint encore une fois pour beaucoup l'ensemble des enquêtes qu'on peut faire aussi auprès des salariés quant à l'action RSE de leur entreprise. La majeure partie nous disent qu'effectivement leur entreprise est engagée, qu'ils sont plus ou moins informés de l'action RSE de leur entreprise, mais ce qu'ils reprochent fondamentalement et de manière plus nette, c'est le fait que cet engagement RSE soit trop souvent décliné de manière top-down, décidé par la hiérarchie et ensuite décliné vers la base, vers les salariés en disant voilà quel est notre engagement, voilà ce qu'on va faire, voici les causes pour lesquelles nous souhaitons, nous, entreprises, nous engager, alors que les salariés attendent peut-être plus d'interaction et peut-être plus du bottom-up, de questionnement, de concertation sur, selon vous, sur quoi, comment devrions-nous nous engager. L'engagement RSE, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place. On accompagne beaucoup d'entreprises là-dedans. Celles qui mettent en place cette concertation, cet effet bottom-up rencontrent aussi des difficultés, puisqu'elles nous disent généralement on retrouve toujours les mêmes salariés qui viennent vers nous, qui sont moteurs, et on a du mal avec finalement cette dynamique bottom-up à créer une véritable dynamique ensemble. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Effectivement, les gens veulent être consultés, veulent être concertés, veulent pouvoir s'impliquer, mais après il faut effectivement que derrière il y ait une dynamique qui les engage, qui les entraîne et qui fasse que l'ensemble des salariés, pas seulement les plus agissants, puissent s'impliquer. Les réponses sur l'engagement RSE ne sont pas toutes apportées, c'est quelque chose qui se construit un peu en avançant, mais voilà, ces différents éléments, j'espère, pourront contribuer à nourrir cette réflexion. Dans tous les cas, et ça c'est le dernier élément que je voulais partager avec vous, question posée aux gens qui travaillent, on leur demandait, aux alumni, on leur demandait si l'engagement social et environnemental c'est quelque chose qui est considéré uniquement dans leur sphère personnelle, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, qui fait appel aux valeurs personnelles, et donc on peut vouloir personnellement s'engager pour telle ou telle cause et on préfère le faire dans sa sphère personnelle ou dans sa sphère professionnelle. Et bien vous voyez, les deux tiers nous disent moi je veux m'engager à la fois dans ma sphère personnelle et dans ma sphère professionnelle. Enfin, il y a vraiment du coup un besoin d'enclencher cette dynamique avec les salariés. Je reviens à la notion d'empowerment des salariés sur la question de la RSE. Il y a vraiment une attente de leur part pour que leur entreprise s'implique avec eux de manière concertée. Voilà, merci à vous. Je suis disponible si vous avez des questions sur l'ensemble des points abordés, ici ou plus tard, si vous voulez nous contacter pour creuser davantage les résultats de l'étude. Certains résultats seront disponibles par école quand nous avons assez d'effectifs par école, quand nous avons assez de répondants, pour que la base
statistiquement fiables et nous pourrons les partager avec les écoles concernées. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je voudrais, avant de passer la parole à la salle, insister sur quelques points. D'abord remercier Ipsos et puis BCG Ipsos, ce partenariat qu'on a, BCG Ipsos CGE. Donc on a fait ce baromètre en 2016, 2018 et 2020. Pour nous, c'est vraiment un baromètre extrêmement utile parce qu'il permet de mesurer la température. J'insiste sur le fait qu'on mesure bien l'évolution des comportements, des appétences, des aspirations de nos diplômés. Cette enquête, elle est faite dans les diplômés des grandes écoles et des grandes écoles de la CGE. C'est pour ça que c'est un partenariat Ipsos-BCG. Donc c'est CGE et c'est vraiment quelque chose qui est fait sur mesure et qui nous est extrêmement utile. Et j'espère au nom de la CGE qu'on pourra continuer ce partenariat dans une période où, et c'est le deuxième point que je voudrais mettre en exergue aujourd'hui, c'est une période où tout s'accélère. Les grandes transitions s'accélèrent et nos étudiants changent très vite. On sait très bien, tous, on échange beaucoup là-dessus, qu'on n'a pas les mêmes étudiants qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Les étudiants changent, leurs aspirations changent, ils veulent d'autres vies, d'autres entreprises, des nouveaux modes de management. Ils nous challenge, nous, les institutions d'enseignement supérieur, mais aussi les entreprises. Ils ont un niveau d'exigence, un niveau d'appétence important pour des valeurs sociétales, environnementales. Et cet engagement qu'on mesure depuis 2016, 2018, 2020, c'est une véritable lame de fond. Donc il faut qu'on arrive à le prendre en compte, même si, et ça c'est le troisième point que je voudrais dire, c'est intéressant aussi de confronter ce qu'on entend là, ce qu'on voit là, avec ce qu'on mesure par ailleurs dans l'enquête d'insertion professionnelle. Par exemple, vous avez parlé des entreprises, de leurs aspirations quand ils sont jeunes diplômés, quand ils sont alumni. Nous, on peut aussi le confronter par rapport aux chiffres objectifs qu'on a dans l'enquête d'insertion professionnelle, où on mesure très précisément où est-ce qu'ils travaillent, 40% dans des TPE-PME, 30% dans des ETI, 30% dans des grands groupes, etc. Bon, c'est pareil pour l'appétence entrepreneuriale. Ensuite, combien d'entre eux montent exactement des entreprises. Et on confronte aussi à je vous présenterai tout à l'heure un petit peu tous les baromètres, les sondages qu'on a fait ces derniers temps et ces derniers mois. Et c'est vraiment intéressant de faire le lien entre tout ça pour avoir la bonne image et savoir qui sont ces jeunes que nous avons, nous, dans nos écoles. Donc, encore un grand merci. On va laisser un peu de place pour les questions. Je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui sont là de surtout pas partir avant la fin, parce qu'on m'a dit que notre humoriste préféré était arrivé. Je ne sais pas où il est. Il va encore sévir tout à l'heure, pour la troisième fois. Je suis toujours un petit peu... j'ai toujours un petit peu le doute, parce qu'on lui donne une totale carte blanche. Et Michael était intervenu au colloque sur les alumni au CNAM. Ensuite, il était intervenu à l'école polytechnique aussi pour le colloque sur les vies étudiantes. À chaque fois, on se l'était repassé lors du congrès d'octobre pour que tout le monde en profite pour ceux qui n'avaient pas pu être dans les colloques. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Donc, je suis toujours un petit peu inquiète. On va voir. D'accord. Donc, en fait, il faut surveiller ses paroles parce qu'il rebondit sur pas mal de choses. Donc, la parole est à la salle si vous avez des questions. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez redonner à des écoles dont les étudiants ont répondu, les étudiants ont répondu en son nombre suffisant, une image de leur école en particulier, l'agrégat sur leur école. Bien sûr, on ne le diffuse pas nous, mais on peut le donner à l'école. Je vous rappelle que la CGE fait des enquêtes globales et ne dévoile jamais les données par école, c'est les écoles de le faire, c'est le souhait. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est une information. Donc, Laurent Champalet, directeur général des arts et métiers, vice-président de la CGE. Je ne sais pas si vous savez, il y a un collectif de jeunes diplômés qui a été créé, qui s'appelle Pour un réveil écologique. Alors, son porte-parole, c'est Madame Limite chez moi. Et qui, en fait, s'appuie sur des chiffres de la CGE, sur la très bonne insertion des diplômés, pour dire, vous, diplômés de grandes écoles, alors ça s'adresse vraiment à des diplômés de grandes écoles, vous avez le choix de votre insertion professionnelle parce que tout le monde vous veut, vous faites le choix d'entreprises que vous jugez normalement respectueuses de certaines valeurs et tout ça. Donc il y a pas mal de buzz de ces gens-là en ce moment. Je ne sais pas dire si c'est intéressant ou pas intéressant, mais voilà, sachez que nos diplômés se mobilisent. Et du lobbying. Ils font du lobbying, ils sont très présents dans la radio. Alors avec des arguments du style, si vous n'avez pas envie d'aller travailler dans une entreprise qui fabrique des SUV, n'y allez pas. Et parfois c'est un petit peu à l'emporte-pièce. Merci.
tout à fait, ça rejoint le résultat la précédente que je vous montrais, effectivement. On en a qui vont dire, bah non, on boycotte les entreprises, on n'y va pas, c'est comme ça qu'on les fera changer. Il y en a quand même d'autres parties qui disent, allons-y et changeons les choses de l'intérieur. Moi, je les ai interpellés sur le thème, c'est bien de dire, si vous ne voulez pas les entreprises qui fabriquent des souliers, n'y allez pas, mais il y a quand même, en particulier pour les arts et métiers, des entreprises de première transformation, comme des gens qui produisent de l'acier. En ce moment, produire de l'acier en France, c'est un peu polluant. Et si on arrête de le produire en France, de toute façon, on le produira ailleurs, et il viendra, je ne sais comment. Donc il y a aussi, je pense que c'est un travail qu'on a à faire nous, grande école, on a des jeunes qui arrivent avec des convictions, qui sont un peu des militants. Il faut aussi qu'on les amène un peu à la réalité, et surtout à leur faire comprendre que si eux n'intègrent pas ces entreprises, il y a peu de chances qu'elles changent. Donc il faut aussi qu'ils y aillent, malgré leurs convictions, pour faire changer ces entreprises en mieux. Moi j'ai une vraie question, pas un commentaire. Alessia Lefebvre, école de hautes études en santé publique. Merci pour donner autant de détails sur l'enquête. Vous ne mettez pas nos écoles parmi les acteurs de la RSE, c'est-à-dire que vous ne leur posez pas la question de savoir comment ils nous jugent, comment ils nous évaluent en tant qu'acteurs. Et est-ce qu'à un autre endroit que dans la partie 3, dans cette enquête, on a un retour sur comment ils se sentent préparés par nous par rapport à la mise en œuvre de ces aspirations? Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait introduire dans le futur baromètre, puisqu'on a aussi besoin d'avoir un retour, me semble-t-il, sur leurs attentes par rapport à nous dans l'école. Écoutez, vous avez totalement raison, c'est un point qu'on n'a pas analysé et questionné dans cette enquête, c'est plutôt un premier contexte un petit peu global. On est aussi limité par la durée du questionnaire, parce que plus le questionnaire est long, plus il peut être rébarbatif et moins on peut avoir de répondants à la fin, donc on essaye de rester dans une vingtaine de minutes, mais vous avez raison que cette question par rapport à l'engagement RSE, est-ce qu'ils ont les armes, les outils, est-ce qu'ils sont préparés, sensibilisés au sein de pendant leur cursus, me paraît tout à fait pertinent et utile, vous derrière, pour agir. En fait, je retrouve avec une enquête que vous faites, qu'Ipsos réalise pour WISE, auprès des jeunes dans le monde. C'est des plus jeunes, et c'est pas que les grandes écoles françaises, où on leur pose cette question. Et en fait, ils disent, en tout cas dans le monde, ils se sentent insuffisamment préparés par l'enseignement supérieur. Donc ça serait intéressant de comparer. Oui, tout à fait. D'accord. On note pour la prochaine vague. Bonjour, Christophe Ligne, Télécom Sud Paris. J'avais une question, j'ai été surpris, il me semble que les administrations, donc les politiques publiques, étaient entre les entreprises et les grandes entreprises, comme j'en pas forcément ce qu'il fallait. Je pense que ça montre aussi qu'on n'a peut-être pas pour l'instant des solutions très réalistes dans un certain nombre de domaines, et là je voulais dire que peut-être dans notre activité de recherche, on pourrait développer des éléments qui permettraient aussi que ce soit plus... qu'on passe entre guillemets des constats à des solutions réalistes, parce que après, quand on regarde les jeunes, ils sont tout à fait volontaires pour plein de choses, mais changer leur comportement, eux-mêmes, ils ont du mal. Il n'y a pas que les aînés qui ont du mal à changer leur comportement, donc il faut trouver des solutions, voilà, pour consommer moins, et là je pense qu'il y a vraiment un travail à faire important de l'ensemble de nos écoles, en complément de la formation. Oui, alors je vous rejoins tout à fait. On a réalisé dernièrement une enquête pour EDF dans 30 pays sur le changement climatique. Alors on avait posé une première question sur ce moment qui est à même le plus de changer et d'agir en matière de changement climatique, et l'acteur qui arrivait en tête, c'était l'État, l'administration, de par la régulation, bien avant les citoyens eux-mêmes et bien avant les entreprises. Donc, je souligne, puisque vous parliez des autorités publiques de l'administration, c'est d'eux qu'on attend le plus au niveau mondial de réguler pour pouvoir agir. Et je vous rejoins aussi sur le deuxième point. On avait posé dans cette même étude donc, des questions sur la sensibilisation face à l'urgence climatique. On voit effectivement que les jeunes sont les plus prompts à manifester ou sont ceux chez qui le sentiment d'inquiétude a le plus évolué au cours des dernières années. En revanche, en matière d'action concrète du quotidien, ce ne sont pas ceux qui sont le plus acteurs, le plus agissants au quotidien de par leurs gestes écologiques. On le voit, ce sont davantage les aînés, notamment les retraités, ça peut être sur la question du tri des emballages,
qui sont le plus à même d'agir et ceux qui réalisent le plus de gestes du quotidien. Alors après, ça renvoie à d'autres réalités en ce qui concerne le tri, par exemple, sur la réalité du quotidien, de l'espace, de la taille du logement, de la possibilité de pouvoir s'équiper en poubelle, là où les jeunes ont des logements généralement plus petits, plus urbains, donc ont plus de mal, et ont une vie aussi plus remplie, on va dire, là où les seniors ont une vie un peu plus cadrée, et donc l'ensemble de ces gestes sont intégrés dans leur vie quotidienne, mais je trouve aussi important de souligner ce hiatus entre la perception, c'est vrai qu'on a beaucoup souligné Greta Thunberg, les mobilisations des jeunes dans des manifestations à travers le monde. Voilà, il faut aussi souligner que dans les gestes du quotidien, ce n'est pas forcément les jeunes qui sont les plus agissants. Et de manière globale, je vous rejoins aussi sur le fait que les gens ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Ils sont assez démunis et ils ne savent pas du tout quels sont les gestes les plus impactants pour lutter contre le changement climatique. Ils sont un peu perdus et ils ne savent du coup pas vraiment ceux qui sont au quotidien le plus important, ceux sur lesquels il faut le plus insister. Donc il y a un besoin, encore une fois, d'information, de pédagogie de l'ensemble des citoyens sur les gestes à mettre en œuvre le plus urgemment pour lutter contre le changement climatique. Oui, ma mission recherche, relations internationales, depuis le mois de novembre, n'est-ce pas, Madame la Présidente. Donc, merci pour ces résultats-là, et je m'y retrouve pleinement, en tout cas pour le modèle que je représente en tant que MINSA, groupe MINSA. D'autant que je note au niveau des secteurs d'activité, en lien avec l'environnement et également l'énergie, voilà. J'allais dire transport, mais c'était plus énergie. Donc en fait, on retrouve les deux transitions profondes, hein, donc, et lourdes, comme le disait Lucie tout à l'heure, des transitions durables et profondes. Y a-t-il, vous avez fait à un moment donné un lien avec les objectifs de développement durable, comment les jeunes réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une sensibilité ou une sensibilisation à ces enjeux? Et aussi, en fait, à l'horizon 2030, d'une part, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est que pour un autre indicateur, vous donnez effectivement, je vois que tout ce qui relève de la fragilité des sociétés, des transitions des territoires, et tout ce qui vient avec les aspects de précarité, etc., venez en fait vraiment en bas de liste au niveau des tendances, aussi bien chez les jeunes que chez les alumni. Et pourtant, c'est un vrai sujet et qui est très impactant, surtout pour une société que l'on peut dire aussi en transition profonde. Ouais. Quelques commentaires. Oui, tout à fait. Par rapport aux objectifs de développement durable, vous entendez ceux de l'ONU Exactement. Oui, alors je dirais le taux de notoriété des objectifs de l'ONU n'est pas forcément énorme en tant que tel. Après, effectivement, ça rejoint leurs préoccupations sur l'environnement au niveau mondial, et donc le fait qu'il y ait des engagements à la fois bien précis, quantifiés, objectivés, qui servent de grille d'analyse de l'outil, notamment dans la majeure partie des entreprises, ne peut faire qu'aider à une meilleure lecture et à des objectifs clairs. Donc eux ne les énoncent pas tels quels. Je ne sais pas si au sein de la population, on a étudié ces objectifs 17, non, je sais plus, 17, c'est ça, sont clairement connus et identifiés, j'en doute quand même un petit peu. Sur le deuxième point, par rapport aux inégalités territoriales, je vous rejoins, ça émerge que peu auprès de ces populations. Je vous disais tout à l'heure que la société française était touchée par des problématiques et des préoccupations multiples, et elle est fracturée dans